fait plaisir de prendre la parole sur le projet de loi 20, qui est un projet de loi extrêmement important dans le domaine de la santé, mais qui a un impact dans l'ensemble du Québec, notamment dans les régions. Donc, je vais aborder ce projet de loi-là sous l'angle un peu des régions. D'abord, c'est un projet de loi qui m'interpelle particulièrement parce que dans les années 90, j'ai eu le privilège de siéger sur un conseil d'administration, notamment au C3S de Rocher-Percé. J'ai été président pendant quelques années, puis administrateur également pendant quelques années. Et j'ai été à même de comprendre toute la complexité du réseau de la santé, mais aussi le travail extrêmement fort que font l'ensemble des intervenants de la santé pour tenter de dispenser les meilleurs soins et services à la population. J'ai vu des médecins omnipatriciens, des urgentologues, des médecins de famille qui doivent sortir de leur zone de confort, souvent dans les hôpitaux de région, pour pouvoir dispenser les services, souvent faute de ressources spécialisées. Puis ça, c'est un élément qui m'apparaît extrêmement important parce que le projet de loi 20 interpelle ou interfère à ce niveau-là. J'ai vu, par exemple, des médecins omnis développer des spécialités, par exemple, pour permettre la réalisation d'accouchement dans des hôpitaux quand il n'y avait pas finalement de ressources spécialisées en obstétrique. J'ai vu également des chirurgiens généraux, des fois dans des cas d'accident, dans des cas d'urgence, devoir procéder à des interventions qui étaient relativement complexes. Et ces gens-là auraient aimé souvent être assistés par des spécialistes résidents sur place. Malheureusement, souvent les plans d'effectifs médicaux dans nos hôpitaux en région font en sorte que on n'a pas de niveau de spécialité très, très avancé. Donc, on doit procéder avec le personnel qui est en place, qui se dévoue corps et âme pour donner le meilleur service possible. Mais tout ça pour dire que la pratique médicale en région, c'est pas comme la pratique médicale dans les grands centres. Ce n'est pas mieux, ce n'est pas pire, c'est différent. Qui dit différent, commande généralement des moyens d'action aussi différents pour répondre aux particularités des milieux. J'ai suivi un peu les travaux qui ont mené, qui nous conduisent à l'adoption du projet de loi 20, notamment au niveau des commissions parlementaires. En lisant les notes des différentes commissions, différentes séances qui ont eu lieu, on peut remarquer, par exemple, que dans l'ensemble des groupes qui ont été entendus en commission parlementaire, on parle de 46 groupes ou personnes, seulement 3 partis sont en faveur du projet de loi. On parle ici du regroupement provincial du Comité des usagers, du Conseil pour la protection des malades et de la Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec. Parmi les groupes ou personnes qui sont prononcés en défaveur, c'est-à-dire contre le projet de loi, on retrouve notamment 35 organismes qui sont très représentatifs. Je pense que ça vaut la peine de les mentionner parce que ça démontre qu'il y a quand même un large consensus, si ce n'est pas en opposition, tout du moins en questionnement extrêmement fort par rapport au projet de loi 20. On parle de l'Association médicale du Québec et l'Association médicale canadienne, quand même des associations qui regroupent beaucoup d'intervenants. On parle du Collège des médecins du Québec, de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, de la Fédération des médecins omnipatriciens du Québec, de la Fédération des médecins résidents du Québec, de la Fédération médicale étudiante, les médecins québécois pour le régime public, l'Association des jeunes médecins du Québec, l'Association des médecins d'urgence du Québec, l'Association des médecins en CLSC, également l'Association des obstétriciens gynécologues du Québec, le Collège québécois des médecins de famille, la Société canadienne de fertilité et d'andrologie, l'Association des couples infertiles du Québec, l'Association des spécialistes en médecine interne, l'Association canadienne de sensibilisation à l'infertilité, l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec, un groupe de plus en plus répandu et sur lequel on compte de plus en plus pour combler différents besoins en région. Donc, Monsieur le Président, c'est ici quelques-uns des groupes qui se sont prononcés contre ce projet de loi-là. On parle de 3 groupes seulement en faveur et au-delà de 35 contre. Puis la composition des groupes contre laisse présager, je dirais de façon très claire, nette et précise, qu'il y a beaucoup de questionnements dans la communauté québécoise présentement à l'égard de ce projet de loi-là. Un autre élément qui ressort aussi fortement dans le projet de loi 20, c'est l'impact sur la rétention de nos médecins et l'avenue de médecins au Québec. Mais parlons de la rétention d'un premier temps. On lisait dans le Devoir, pas plus tard qu'hier, on lisait dans le Devoir du 6 mai, des médecins qui préparent leur sortie. Puis,
c'est quand même, bon, on entend dans les nouvelles aujourd'hui qu'il y aurait peut-être certains allègements ou un certain recul de la part du ministre en regard du projet de loi 20, mais malgré tout ça, en date d'hier, beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes en regard de ce projet de loi-là. Puis quelques citations qui m'apparaissent importantes. On dit que le projet de loi 20 n'est pas encore adopté, mais déjà les médecins préparent leur plan B. Puis leur plan B, bien, c'est que de plus en plus, un grand nombre de médecins se préparent pour faire le saut, soit dans les cliniques privées ou soit même à l'étranger, donc dans les autres provinces du pays ou encore à l'extérieur du pays. Donc, c'est des réalités. On mentionne carrément que, par exemple, le docteur Simon-Pierre Landry, qui est omnipraticien, urgentologue à Sainte-Agathe dans les Laurentides, il dit qu'il voit de plus en plus de gens, de médecins, jeunes médecins qui arrivent dans son bureau et qui préparent leur sortie si jamais le projet de loi 20 est adopté. Il y a également le chef de département de cet établissement-là, le docteur François Marcoux, qui confirme avoir reçu deux démissions officielles ces dernières semaines, puis ceci fragilise les équipes restantes dans son établissement. Il dit dans ces deux cas, c'est très clair, c'est lié directement au projet de loi 20. Et il constate en effet une course chez les médecins. Plusieurs préfèrent partir avant qu'il soit trop tard. Également, un dénommé Philippe, on dit non fictif, un jeune médecin de famille en région éloignée, donc Gaspésie, Abitibi, Côte-Nord, qui sait, qui a décidé de quitter le Québec pour aller travailler en Ontario. Il n'avait pas envie de pratiquer dans l'environnement hyper coercitif que le ministre est en train de mettre en place via le projet de loi 20. Il y a également des appels à l'étranger. Plusieurs médecins, comme je le disais tout à l'heure, envisagent de quitter le pays, même pour aller aussi loin qu'en Australie, pratiquer leur médecine. Plusieurs ont également décidé de mettre carte sur la table en annonçant directement que si jamais le projet de loi était adopté, ben c'est dans des milieux comme les CLSC, notamment dans la grande région de Montréal, qu'ils quitteraient pour se rendre à l'extérieur, soit du Québec ou... donc, beaucoup de démonstrations, chiffres à l'appui et non à l'appui, non de professionnels, qui démontrent que ce projet de loi-là est quand même extrêmement inquiétant et préoccupant pour de nombreux médecins au Québec. Également, si on parle d'un cas plus concret, j'ai dans mon comté un omnipraticien, urgentologue à Gaspé puis à Grande-Vallée, le docteur Mathieu Bernier, qui, lui, dans un reportage de Radio-Canada, faisait état de son analyse des implications du projet de loi 20 dans une région comme la Gaspésie. Le docteur Bernier disait finalement que l'impact n'est pas le même en région que dans les grands centres. Où il y a peu de spécialistes dans les régions, bien, c'est ce que je disais en début de présentation tantôt, où il y a peu de spécialistes, souvent, les omnipraticiens doivent aller plus loin en termes de pratique médicale et ça les amène notamment à faire beaucoup d'urgences et beaucoup d'hospitalisations. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai constaté quand j'étais au conseil d'administration de l'hôpital de Chandler à l'époque, qui aujourd'hui fait partie du CIS Gaspésie. Beaucoup de médecins omnis devaient faire de nombreuses heures à l'urgence et dans l'hospitalisation. Et ceci faisait en sorte que souvent, on allait jusqu'à 30 et même 40 de leurs tâches, même si c'était des médecins de famille qui étaient dédiés à la pratique de la médecine familiale. Bien, compte tenu des besoins de l'hôpital, compte tenu des besoins de la population, ces médecins-là devaient passer 30-40 de leur pratique, de leur temps de pratique à l'hôpital et non pas dans leur clinique et dans leur milieu de pratique qu'ils avaient choisi. Fait que ça, c'est une réalité qui nous rattrape beaucoup en région. Ça me fait penser notamment, on parle de Grande-Vallée. Bien, Grande-Vallée, c'est un super CLSC qui est rattaché au C3S de Gaspé et qui a une urgence. Bien, pourquoi retrouver une urgence dans un CLSC à première vue en région? Bien, c'est parce que le secteur de l'Estran, qu'on appelle, qui comprend Cloridum, Petite-Vallée, Grande-Vallée et Madeleine, Centre, sont des communautés qui sont localisées à plus de 100 km. Que vous êtes venu en Gaspésie au cours de la semaine dernière visiter nos écoles et vous avez sûrement vu que l'occupation du territoire se fait sur un vaste étalement de territoire. Donc, Grande-Vallée est à plus de 100 km de Gaspé, qui détient l'hôpital de la MRC, et il y a également au-delà de 120 km de Saint-Anne-des-Monts, qui est l'hôpital voisin à l'ouest. Donc, compte tenu des distances dans un territoire où l'accessibilité au territoire est parfois très difficile, on parle de terrains montagneux, de conditions hivernales difficiles au niveau des routes, on a décidé au niveau du gouvernement il y a plusieurs années de construire un CLSC qui aurait une urgence. Donc, le docteur Bernier, avec d'autres membres de son équipe,
pratiquent la médecine familiale, mais en même temps sont un peu les gardiens de cette urgence-là à Grande-Vallée qui doit desservir une population vieillissante, beaucoup, très vieillissante, mais aussi des jeunes familles, des enfants qui sont localisés à plus d'1 heure, 1h30 de route des hôpitaux conventionnels. Donc, dans un milieu rural comme le mien, comme le comté de Gaspé, puis comme dans beaucoup de régions au Québec, ces CLSC-là, souvent, jouent un rôle quasi de petit hôpital. Donc, la pratique médicale est très diversifiée et des médecins comme le docteur Bernier doivent être très polyvalents et doivent passer beaucoup de temps, non seulement à pratiquer la médecine de famille, mais également à pratiquer différentes activités comme l'urgence également. Un autre élément aussi que le docteur Bernier soulève, c'est toute la question des traitements de santé plus spécialisés. On peut donner comme exemple, par exemple, la chimiothérapie et les traitements de radiothérapie. Vous savez, quand tu résides dans le comté de Gaspé, tu peux faire jusqu'à 500 km, par exemple, pour avoir accès au traitement de radiothérapie qui se donne à Rimouski. Donc, Gaspé-Rimouski, on parle de 500 km, aller-retour, 1000 km pour suivre, malheureusement, pour les gens atteints du cancer, un traitement de radiothérapie. Même chose pour la chimio, ça se donne dans les hôpitaux voisins, mais vous savez, quand tu n'es pas dans ton milieu naturel, tu vas prendre ton traitement de chimiothérapie, bien, tu espères revenir chez vous, dans ta maison, dans ta résidence, le plus vite possible, bien, ça prend un suivi. Ces gens-là ne veulent pas rester à l'hôpital pendant des jours pour faire le suivi suite à leur traitement. Donc, c'est leur médecin de famille qui va prendre un peu la place des spécialistes en oncologie. Puis, encore là, c'est un élargissement du mandat de base du médecin de famille. Donc, ça également, ça doit être pris en compte par le ministre dans les nouvelles règles d'attribution des tâches aux médecins, puis notamment au niveau des quotas. Quand on parle de quotas, c'est là que toute la notion de pratiques différentes dans les régions intervient. Et c'est à ce niveau-là que plusieurs, malheureusement, constatent que le projet de loi 20 ne tient pas compte des particularités de la pratique médicale dans certaines régions où les médecins ont une pratique totalement différente de ce qu'on trouve dans les grands centres. Et c'est la réalité des régions. Puis je ne pense pas que c'est demain matin que ça va changer. Donc, on ne pourra pas, de façon réaliste, adapter les besoins ou la pratique médicale au projet de loi. Donc, je pense que le gros bon sens commande que le projet de loi s'adapte aux réalités de l'ensemble des régions, parce que c'est important que les gens des régions qui déjà doivent parcourir de longues distances pour avoir accès à des services de santé spécialisés, bien, au moins que ces gens-là, via le service qu'ils reçoivent de leur médecin de famille, aient le meilleur service possible. Donc, pour ça, on doit tenir compte des commentaires qui sont émis par ces intervenants-là de la santé, que sont des médecins généralistes, mais qui, compte tenu des particularités des régions, doivent élargir de beaucoup leur champ de pratique. Il y a un autre phénomène qu'on trouve également en région, c'est ce qu'on appelle la pénurie en médecins de type médecins des spécialités de base. On parle de chirurgiens, on parle d'anesthésistes. Ce sont des spécialistes qui sont présents de façon naturelle dans les grands centres, mais dans les régions, beaucoup d'hôpitaux doivent composer avec, malheureusement, une lacune au niveau de ces spécialités de base-là. Et qu'est-ce qu'on fait pour combler les services qui sont absents de la région? Bien, on fait appel généralement à des médecins, ce qu'on appelle des médecins dépanneurs, ou des médecins itinérants. Ces médecins-là pratiquent dans des grands centres généralement, mais vont accepter de partager une partie de leur plage horaire avec des hôpitaux ou des centres situés en région. Et ces médecins-là, souvent généralement spécialistes, vont venir en région à des intervalles qui sont plus ou moins réguliers. Donc, quand il n'y a pas quand la présence de ces médecins spécialistes-là, de base, n'est pas constatée en région, bien, c'est là que les omnis doivent compenser. Et encore là, ça vient tout modifier ce qu'on appelle la répartition du temps des omnis. Puis ça, c'est pas pris en compte nécessairement, cette réalité-là, dans le projet de loi 20. Puis ça, c'est une réalité qui, les médecins spécialistes, dépanneurs, toutes les régions à peu près au Québec doivent malheureusement recourir à ce type de pratique-là parce qu'on ne peut amener les spécialistes en région de façon satisfaisante pour répondre aux besoins de la population. Donc, c'est une pratique qui est installée depuis de nombreuses décennies. Et encore là, ça fait partie de la réalité des régions au niveau des services de santé. Ces médecins dépanneurs-là, on les retrouve au niveau des spécialistes, mais on les retrouve aussi, ça c'est très important, on les retrouve également au niveau des omnis, c'est-à-dire les médecins de famille ou généralistes. On a des lacunes, souvent les plans d'effectifs ou les prêmes des régions ne sont pas complets, donc on doit compenser par
l'importation de façon temporaire de médecins omnipraticiens qui viennent des régions extérieures, qui viennent des grands centres généralement, qui viennent pratiquer pour combler l'absence de ressources médicales suffisantes dans les régions. Donc, ces médecins-là, qui sont des omnis, ils sont pris avec des quotas, avec le projet de loi 20. Ils doivent avoir un certain nombre de patients sur leur territoire, dans leur milieu de pratique naturelle, par exemple à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières. Et avec l'obligation nouvelle qu'amène le projet de loi 20, bien, ça fait en sorte que ces médecins dépanneurs-là ou itinérants ne pourront peut-être plus venir en aussi grande quantité et aussi longtemps dans les régions parce qu'ils vont être obligés d'abord de donner une prestation de travail supérieure dans leur propre région où ils sont assignés. Et ça fait en sorte qu'ils vont avoir moins de temps de disponible pour venir combler des besoins qui sont présents en région. Donc ça, c'est une préoccupation également de la part des intervenants de la santé dans les régions parce que ces médecins omnis-là, qu'on appelle médecins dépanneurs, donnaient une grande partie de leur prestation de travail dans les régions et ce sont des ressources qui sont très appréciées. Moi, je connais des médecins qui pratiquent ce genre de pratique-là depuis de nombreuses années et qui, chaque année, vont consacrer 1 mois, 2 mois, 3 mois de leur pratique en temps cumulé dans certaines régions. C'est des gens qui développent même des bonnes connaissances des intervenants du milieu et qui prennent vraiment à cœur leur pratique partagée en région. Puis ça aussi, on a peur que c'est un impact majeur au niveau de l'avenue et de la continuité de ces médecins-là en région. Je ne peux pas terminer ma présentation, mon allocution, Monsieur le Président, sans faire un certain parallèle avec, je dirais, l'effet cumulatif du projet de loi 10 et du projet de loi 20. On parle du projet de loi 20 ici, mais vous savez, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'avais des discussions avec des gens de la santé de ma région, Gaspésie-de-la-Madeleine, et ces gens-là sont en train de vivre là, la mise en place du projet de loi 10, notamment au niveau de l'abolition des conseils d'administration des hôpitaux, des anciens C3S qui sont transformés en un seul 6. Aussi au niveau des agences de santé, au niveau de il y a des ressources qui sont affectées directement. Les gens là vivent ça présentement. Les avis sont émis, les gens sont rencontrés par les services de ressources humaines. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est normal. Quand on brasse les structures, bien, les structures, vous savez, quand on dit qu'on brasse une structure, là, c'est rare qu'on va brasser le mur de l'hôpital. Hein? On brasse les structures, ça veut dire on brasse les gens qui y vivent à l'intérieur. Donc, c'est des humains, c'est des professionnels qui travaillent, qui ont choisi une région pour pratiquer. Souvent, c'est leur région natale. Dans d'autres cas, c'est leur région d'adoption. Et ces professionnels-là de la santé sont présentement, vivent un certain stress parce que ça bouge beaucoup. Certains ont reçu des avis à l'effet qu'ils doivent quitter la région. Perdre des effectifs professionnels, c'est jamais intéressant, mais perdre un service ou diminuer un service qui était requis, c'est encore plus grave d'impact pour la population. Donc, je vous dirais que dans les régions, le projet de loi 10 et le projet de loi 20, ce sont des projets de loi qui ont des impacts réels, qui sont tangibles. On sent les impacts de ces 2 projets de loi-là. Et comme d'autres l'ont mentionné lors de leur prise de parole aujourd'hui, je crois que les objectifs sont très louables. C'est dans la façon de mettre en branle ces 2 projets de loi-là qu'on peut questionner et qu'on peut, je pense, là, du côté du Parti québécois, c'est sûr que l'opposition officielle, nous allons être contre le projet de loi 20 parce qu'on croit que ce projet de loi-là aurait pu être travaillé davantage, aurait pu être adapté davantage aux particularités des régions. Puis, c'est un discours que je porte souvent. Hein? Le mur à mur, ça dessert généralement pas très bien les régions. Souvent, les projets de loi, les dispositions réglementaires sont prises en fonction d'une moyenne, en fonction d'un modèle, et ce modèle-là est souvent le modèle qu'on retrouve dans les grands centres et non pas dans les régions. On ne peut pas faire du mur à mur partout, j'en conviens, mais je crois qu'on doit absolument faire l'effort de tenter d'adapter nos interventions, nos mesures gouvernementales, surtout quand ça touche des domaines aussi importants que la santé. Vous savez, la santé, c'est une condition de base au développement. Hein? Moi, je le dis depuis longtemps, pour faire du développement en région, pour continuer à occuper un territoire, il y a des conditions de base essentielles. Ce sont les transports, ce sont la santé, ce sont l'éducation. Et quand ces conditions de base-là ne sont pas réunies sur un territoire, bien, tu aurais beau, comme intervenant économique, comme élu municipal, de tenter de développer ton coin de pays, mais c'est extrêmement difficile. Donc, le temps est pratiquement écoulé. Je vous remercie, M. le Président. Puis, ça m'a fait plaisir d'intervenir sur ce projet de loi-là extrêmement important.